Bonsoir à tous, grand plaisir de vous retrouver pour ce tout premier numéro de l'année 2025 de Place des Enjeux. Un numéro évidemment que vous pouvez suivre en direct sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et également que vous pouvez suivre via nos différentes télévisions partenaires dans plus de 150 pays du monde entier. Donc bienvenue à vous tous qui nous regardez en direct. Et puis je vous rappelle que vous pouvez nous voir et nous revoir via les différents replays qui seront disponibles sur les réseaux sociaux. Donc ce soir, on va parler d'un sujet très sensible puisqu'on va parler d'égalité femmes-hommes, on va parler de lutte contre les violences faites aux femmes, on va parler de sexisme, on va parler d'éducation, on va parler de sensibilisation. Autant de sujets que je vais aborder en compagnie de mes deux invités qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui et que je vous présente immédiatement. Alors tout d'abord, Charlotte Bald, bonsoir et merci à vous d'être sur le plateau. Bonsoir Florence. Alors Charlotte, vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, où vous êtes déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes. Vous êtes également membre du groupe Île-de-France Rassemblée auprès de Valérie Pécresse. Et puis, vous êtes la présidente du centre Hubertine Auclair, le centre francilien qui est dédié à l'égalité femmes-hommes. Exactement. Alors, très heureuse de vous avoir avec nous et bienvenue. Merci à vous. Et à vos côtés, alors j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Dos Santos. Bonsoir Séverine et merci à vous d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors Séverine, vous êtes conseillère municipale de la ville de Joinville-le-Pont dans le 94, où vous êtes déléguée à l'égalité femmes-hommes. Et puis vous êtes également chargée de projet à l'intercommunalité Paris-Est Marne-et-Bois, exactement. Et vous êtes également artiste, ce qui vous permet de mettre votre créativité au service des projets que vous suivez. Tout à fait. Alors, bienvenue à vous deux. Alors, tout d'abord, Charlotte, dans 4 jours, c'est le 25 janvier, c'est la 2e édition de la journée nationale officielle contre le sexisme. Je pense que c'est une journée qui est symbolique, en tout cas qui est importante pour vous. Oui, c'est une journée qui est symbolique, d'autant plus que dans la période que nous sommes en train de vivre dans la société et même à l'échelle mondiale, la lutte contre le sexisme doit rester aussi une priorité pour les droits des femmes. Oui. Et donc, célébrer cet anniversaire en dénonçant le sexisme qui persiste dans notre société, c'est essentiel. Oui, on va en parler dans un instant. Là, on voit à l'écran, c'est l'affiche d'Ensemble contre le sexisme qui organise 2 journées à Paris et à Lyon au regard de cet événement. Et donc vous, Séverine, évidemment, je pense que cet événement, c'est une journée également importante pour vous. Alors, il faut savoir que cette journée a été créée à la demande du Haut Conseil à l'égalité, le HCE, qui a établi dans son étude de 2023 que le sexisme, vous le disiez à l'instant Charlotte, loin de reculer, perdure et même les manifestations les plus violentes se font sentir aujourd'hui. Quel est votre ressenti à ce sujet, Séverine ? Le ressenti, c'est qu'effectivement, on a besoin de diagnostic, de ces constats pour mettre en place et en œuvre de nouveaux dispositifs et de nouvelles actions. Oui. Donc ces constats, ils sont essentiels pour nous, politiques. Oui, totalement. Chargés de projet. Totalement. Et donc, Charlotte, justement, dans cette étude de 2023 du HCE, on voyait que parmi les hommes d'entre 25 et 34 ans, un quart d'entre eux disaient qu'il était pour eux légitime d'avoir recours à la violence pour se faire respecter. Donc c'est un constat quand même assez effarant. Alors on sait que l'éducation est une priorité et on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Et le HCE mettait en avant le fait qu'il faut vraiment aussi agir sur la sphère des réseaux sociaux pour peut-être réguler un peu cette parole et réguler peut-être et lutter contre ces stéréotypes. Et je pense qu'en fait, il y a 2 sujets aujourd'hui si on veut lutter contre le sexisme. D'une part, il y a le sujet du sexisme en tant que tel. Oui. Et pour lutter contre le sexisme, il faut lutter contre les stéréotypes de genre. Oui. Et pour agir face aux stéréotypes de genre, c'est l'éducation. Oui. En fait, c'est le premier levier demain pour avoir une meilleure société, c'est d'apprendre à nos enfants qu'il n'y a pas de genre en fait qui doit être différencié et que les filles comme les garçons doivent demain avoir les mêmes chances de grandir, d'évoluer, d'être traitées de la même manière dans la société. Oui. Et de s'émanciper et d'avoir un choix égal dans tous les domaines. Alors ça
c'est un souhait qui est fort, qui est vain, mais qui est un des plus grands souhaits qu'on peut souhaiter à notre société. Et ensuite, vous parliez tout à l'heure, il y a un instant, de sexisme sur les réseaux sociaux, oui. ou ce genre de choses. Eh bien, on parle dans ce cas de cybersexisme. C'est vrai qu'avec le Centre Bertine Leclerc, on a mené une étude sur le cybersexisme. Nous, c'est un sujet qui nous préoccupe d'autant plus qu'à la région Île-de-France, on agit envers les jeunes, notamment envers les jeunes après 15 ans, les 15-24, qui sont vraiment un très public très exposé pour nous, qui est également un des publics les plus exposés en termes de cybersexisme. Et le cybersexisme, aujourd'hui, eh bien, on n'en a pas conscience, mais pourtant, ça peut être des blagues anodines sur les réseaux sociaux envers une amie ou envers un ami. Oui. C'est tout ce qui touche au physique, tout ce qui touche à ce qui fait en fait la féminité aujourd'hui. Et donc c'est un réel sujet en tout cas qu'on doit prendre à bras le corps, puisque le cybersexisme, c'est aussi le terreau du cyberharcèlement demain. Oui. Et donc on doit agir pour pouvoir lutter. Et le cybersexisme, c'est quelque chose qui continue en grandissant. Nous, au Centre Bertine Leclerc, on parle souvent du continuum de violence. Le continuum de violence, c'est quelque chose d'assez anodin au départ, c'est une petite blague, c'est des petits mots pour ricaner sur un ami, sur une amie. Et puis petit à petit, la violence monte et elle peut aller jusqu'à la violence physique. Oui, quand on parle de lutte contre la violence faite aux femmes, c'est le dernier, c'est le dernier rempart. Suprême, bien sûr. Voilà, exactement. Et donc avec le Centre Bertine Leclerc, on a développé le violentomètre. Le violentomètre, en fait, qui permet de graduer tous les types de violences. Et pour nous, c'est important parce qu'en fait, le sexisme fait partie du violentomètre et c'est les premiers degrés. Alors, parfois, nous, on le voit quand on va à la rencontre de lycéens, ils disent « mais non, mais c'était juste une blague ». Oui. C'était juste une blague. Oui, on ne mesure pas la portée des propos qui peuvent être échangés sur les réseaux. Bien sûr. Ça, on le vit aussi quand on va faire des formations. Alors, je vais laisser sûrement Séverine en parler, mais quand on va dans une collectivité et qu'on forme des agents. Oui, on viendra justement sur les formations du Bertine Leclerc après. Oui. On a souvent une phase dans la formation où on parle de sexisme. Et ils nous disent « mais non, mais en fait, c'était juste une blague envers ma collègue ». Oui, mais c'est une forme de sexisme. Oui. Totalement. Et donc, Séverine, je pense que vous êtes d'accord. On voit qu'en fait, le masculinisme, d'ailleurs, on peut peut-être en donner quelques exemples, comme le disait Charlotte à l'instant, le masculinisme est vraiment très présent sur les réseaux et on voit que des tweets masculinistes vont faire des millions de vues. Que cette pensée, en fait, se démocratise malheureusement. Quel est votre avis justement sur ce sujet, sur ces propos ? Effectivement, c'est un véritable fléau de se dire que tout d'un coup, on a une parole qui va être diffusée à grande échelle, relayée et du coup utilisée, exploitée pour mettre en place un contexte de violence. Oui, et enfin, je ne sais pas si vous avez des personnes qui viennent vers vous, qui se sont déjà plaintes. Est-ce que vous rencontrez vous-même, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des personnes qui sont victimes de ce type de cyberharcèlement ou de paroles ? Alors, des victimes, on en côtoie tous les jours. Voilà. C'est vrai que les jeunes en parlent davantage de ce qu'ils vivent sur les réseaux. Même banalisé, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à minimiser ce qu'elles vivent au quotidien, les paroles, les vidéos qu'elles regardent, mais c'est de l'ordre du quotidien. Mais est-ce que finalement, c'est pas un peu une sorte de réaction au phénomène MeToo ? Si je peux juste me permettre de répondre. En fait, c'est surtout c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans le féminisme, c'est que parmi les jeunes filles, elles sont de plus en plus avec un féminisme assez radicalisé. Oui. Alors, même si j'aime pas parler d'un féminisme radicalisé, aujourd'hui, la HCE le montre dans son rapport. Les jeunes filles sont de plus en plus féministes. Oui. Et de l'autre côté, on voit ces jeunes garçons qui basculent dans le masculinisme. Je défends ce féminisme universel dans lequel, aujourd'hui, on n'a pas besoin de déconstruire les hommes et on doit construire un monde meilleur avec les hommes. Et moi, je suis persuadée qu'il y a énormément d'hommes aujourd'hui qui ont envie de construire un monde meilleur avec les femmes. Oui. Et on est en train, en fait, de créer totalement l'inverse. On a ces jeunes filles qui se radicalisent un petit peu plus dans le féminisme et
Et donc, ces hommes qui basculent dans un masculinisme qui aujourd'hui n'a aucune raison d'être relancé de cette manière. Et on sait très bien pourquoi ce masculinisme aujourd'hui il est en train d'être travaillé. On le voit notamment avec Mark Zuckerberg et ses propos d'il y a quelques jours. On le voit avec les propos d'Elon Musk. Enfin, aujourd'hui, on a en fait des mouvements qui viennent des États-Unis, mais pas seulement, hein, même en Europe, on le connaît, et qui viennent radicaliser nos jeunes, les diviser, alors qu'en fait, on a un réel besoin d'union pour faire cette société meilleure. Et je pense que le sexisme est un des leviers sur lesquels ils sont en train d'appuyer pour diviser aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on perde à l'esprit que on a énormément de femmes qui se sont battues pour nos droits, qui ont réussi aussi à donner à l'esprit de beaucoup d'hommes que, bah oui, en fait, il y avait un nouveau monde à construire pour les femmes et qu'il fallait le construire avec eux. C'est le cas d'ailleurs d'Hubertine Auclair, dont le centre porte le nom. Et c'est le cas de Simone de Beauvoir, c'est le cas de Gisèle Halimi, c'est le cas, bien sûr, de Simone Veil. Et donc, tous ces acquis, il ne faut pas qu'on se les laisse basculer par une radicalisation aujourd'hui. Évidemment. Et c'est le risque, en fait, qu'on est en train de vivre. Oui, tout à fait. Alors, on parle du sexisme sur les réseaux, on parle aussi du sexisme évidemment dans le milieu professionnel. Séverine Dos Santos, est-ce que vous pouvez nous donner justement, vous qui avez une expertise importante dans ce domaine, quelles sont les formes de sexisme dans le milieu professionnel ? Alors, on parlait de blagues tout à l'heure. Les blagues, c'est un environnement qui est presque accepté dans des collectivités. Nous, on a proposé récemment une formation à nos 13 collectivités au sein de Paris-Est, Marne-et-Bois. Et effectivement, je crois que sur l'ensemble des collectivités, tous les participants ont fait état de blagues qui étaient évoquées dans le milieu professionnel. Donc, ça peut être des blagues sur la couleur des cheveux, sur le physique ou autre. Et ça, c'est déjà Ça, c'est le stade premier, bien évidemment. Première forme, mais ce qu'on a appris justement, c'est qu'on est déjà, quand ça se reproduit, c'est qu'on est déjà dans du harcèlement d'ambiance, quoi. D'accord. Tout à fait. Oui, on peut le qualifier comme tel. Et quelles sont les autres ? Effectivement, là, on parle de plaisanterie, mais bien évidemment, ce sont des formes un peu moins graves, mais des formes beaucoup plus graves dans le milieu professionnel. Bien sûr, il y a des carrières qui sont interrompues, des femmes qui ne peuvent pas évoluer ou qui sont limitées dans leur promotion. Oui, tout à fait. Et puis bien sûr, il y a les violences sexistes et il y a les violences sexuelles aussi dans le cadre du travail. La parole se libérant, je pense que les exemples, vous en avez également de plus en plus au regard de vos activités. Alors, il y en a. Depuis 2019, il y a une obligation pour les collectivités, c'est de mettre en place une cellule des violences sexistes et sexuelles. Oui. Donc, les collectivités commencent à recenser justement des situations, ce qui n'était pas le cas précédemment. Oui. Donc ça, c'est une nouvelle mécanique aussi à mettre en place, puisque c'est pas toujours évident. Il y a des dispositifs qui sont nouveaux, qui se créent, oui. Mais il faut aussi un certain temps pour les victimes, pour s'orienter vers ces nouveaux dispositifs. Oui, il faut savoir aussi où s'orienter, où aller. Et est-ce qu'on médiatise suffisamment d'ailleurs quoi faire en cas de violence sexiste ou sexuelle ? Est-ce que c'est suffisamment médiatisé ? Alors, il y a des référents sur les collectivités. Après, il y a une diffusion à l'échelle d'un journal interne à la collectivité ou sur leur intranet. Oui. Après, à une échelle plus large, je dirais que dans les transports en commun, il y avait aussi une campagne de diffusion, il me semble, sur... sur la violence dans les transports en commun, oui, dans le métro notamment. Dans les écoles, je pense qu'il y a aussi un travail à effectuer. Oui, bien sûr. Et dans pas mal d'univers encore, je pense. Oui, et il y a des sphères,
Oui, bien surtout, sûr. il y a un numéro qui est essentiel pour le grand public, c'est le 3919. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous faites très bien de le rappeler. On l'a d'ailleurs, on va demander à Eric, notre réalisateur, voilà, on a le 3919 et je pense qu'on va l'afficher plusieurs fois durant l'émission parce que c'est un numéro que toute personne, soit victime de violence, soit témoin, parce que ça c'est important aussi, il faut bien se dire qu'on peut être témoin et on peut être témoin actif et non passif et dont le 3919 c'est le réflexe, c'est le numéro à appeler, Charlotte, effectivement. Oui, le 3919 c'est vraiment le premier réflexe qu'on peut avoir et en effet, parfois on a connaissance dans notre entourage d'une personne dont on analyse certains comportements qui laissent à réfléchir et pour lesquels on se dit qu'elle va pas bien et qu'elle est sûrement victime de violence. Eh bien, un appel au 3919, c'est aussi un moyen de savoir comment engager la conversation avec elle et comment l'aider au quotidien pour pouvoir la sortir de ses violences. Donc il y a le 3919 et pour rebondir sur ce que tu disais, Séverine, il y a également le 3117, le numéro qui est essentiel dans les transports en commun quand vous êtes victime de violences sexistes et sexuelles, c'est le 3117. 3117 donc pour les transports, effectivement. C'est vrai que voilà, avec ces deux numéros, on a quand même un petit arsenal pour pouvoir défendre les femmes qui se trouvent victimes de violences. Et justement, on parlait pour revenir sur ce qu'on disait avec Séverine, sur les violences dans le milieu professionnel. Il y a des domaines qui ont été plus touchés, par exemple la culture. Avec MeToo, on en a entendu parler. Le sport aussi a été très médiatisé. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas eu un fléau un peu sous-évalué justement de violences sexuelles par des personnes dans les sphères d'influence, de pouvoir? Est-ce que ça n'a pas été un petit peu caché pendant longtemps? En fait, je pense que dans les sphères de pouvoir, c'est à l'image de la société. C'est-à-dire que ce qu'on a caché dans la société, on l'a caché dans toutes les sphères de la société. Et quand on lève le couvercle et que ça explose comme a explosé MeToo, c'est en train d'exploser partout. C'est explosé dans le cinéma, c'est explosé dans le monde du sport. Je pense qu'on peut encore aller beaucoup plus loin parce qu'à mon avis, des situations comme on a pu et des drames comme on a pu en découvrir, si on prend la situation de Judith Godrèche ou de bien d'autres, on va encore en découvrir beaucoup. Mais MeToo a libéré cette parole et c'est vrai qu'il y a une avancée qui est indéniable. Et quand on parle notamment de nos jeunes filles qui sont beaucoup plus investies dans le féminisme, elles l'ont été aussi grâce à MeToo. C'est la génération qui a grandi avec l'état d'esprit MeToo. Et ils ont toutes les clés aujourd'hui pour pouvoir s'exprimer librement. Et elles se posent sûrement beaucoup moins de questions que nous, on pouvait nous en poser il y a 10-15 ans. Évidemment. En fait, il y a une avancée de la société qui est importante et je pense que c'est dans l'ensemble des sphères. Oui. Alors, vous parliez à l'instant des jeunes filles. Alors, on sait, et on parlait du milieu professionnel, alors on sait effectivement quand on parle d'inégalités dans le domaine professionnel, on pense tout de suite aux inégalités salariales, mais les inégalités, elles commencent bien plus tôt. Elles commencent au moment du choix des formations parce que notamment, on sait qu'il y a beaucoup moins de jeunes filles qui prennent comme choix des filiales scientifiques, par exemple. Donc ça commence très très tôt. Avec le Centre Hubertine Leclerc, on a fait une étude sur l'orientation des jeunes filles. Et c'est vrai que, voyez, avec la nouvelle loi qui a été mise en place avec le choix des spécialités, on sait très bien aujourd'hui qu'une jeune fille qui ne choisit pas une spé numérique, elle va avoir beaucoup de mal à rentrer dans une école d'ingénieur. C'est un fait, c'est les étapes qu'il faut choisir. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a que 3%. L'année dernière, on n'avait encore que 3% de jeunes filles qui choisissaient l'aspect numérique. Ce qui est quand même très, très peu. Et après, évidemment, c'est parlant, en fait, dans leur présence des écoles. Donc, on a la chance quand même d'avoir sur notre territoire, en Ile-de-France, des super assos comme, je pense à Des filles et des maths, je pense à Bicomtech, je pense à Social Builder qui viennent, en fait, casser les codes et expliquer, en fait, à des jeunes filles qu'elles ont la même chance qu'un garçon aujourd'hui de pouvoir réussir dans des matières scientifiques et qu'elles doivent expliquer à leurs parents que oui, en fait, ce qu'elles ont envie de faire, c'est des maths. Et c'est pas grave de faire des maths. Au contraire, c'est demain des métiers qui sont très bien rémunérés et dont on manquera toujours. Donc, tout à fait. Donc, et le message a passé également aux parents. Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. Merci. Très bien. Et donc, Séverine, on parle des actions justement en faveur des jeunes filles pour les inciter à suivre ces filiales. Et je sais qu'à Joinville-le-Pont, d'ailleurs, on a une photo. Et il y a des actions qui sont menées dans ce sens.
Et on voit, voilà, vous pouvez nous commenter la photo. Tout à fait. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur une association joinvillaise, Science for Girls, qui nous accompagne sur nos actions, nos programmations autour du 8 mars et qui développe des ateliers pour sensibiliser les collégiennes à ces filières scientifiques. Oui. Donc, elle propose de faire venir des marraines qui parlent de leur carrière et qui peuvent suivre ces jeunes filles si elles ont d'éventuelles questions, des recherches de stage ou autres. Oui, et donc il y a un suivi après ces mises en place donc par les marraines ? Oui, tout à fait, il y a un suivi, elles peuvent les contacter, il y a un lien qui se crée à travers les ateliers. Après, c'est à elles de le saisir. Et est-ce que vous avez vu justement, suite à ces réunions, d'information, est-ce que vous avez vu un changement de mentalité chez les jeunes filles ? Est-ce que davantage d'entre elles sont parties dans des filières scientifiques ? Je dirais que c'est un peu court puisqu'on a eu un atelier l'année dernière pour des collégiennes qui ne se sont pas encore orientées vers des études supérieures. Donc c'est encore un petit peu récent pour avoir un retour de ces actions. Ça prend un petit peu de temps. D'accord. Donc là, j'espère que vous nous ferez un retour, un rétexte, comme on dit, un retour d'expérience sur ces ateliers. Alors c'est bien parce qu'on parlait de votre action à Joinville et j'ai envie qu'on parle de vos actions parce qu'elles sont très concrètes, elles sont sur le terrain. Et on va tout de suite commencer avec vous, Charlotte Bald, en parlant bien sûr du centre Hubertine Auclert. Alors, le centre Hubertine Auclert, créé en 2009, c'est un centre vraiment très, très important pour l'égalité femmes-hommes. C'est le seul centre à dimension régionale en France dédié à l'égalité femmes-hommes. Et je vous invite à regarder tous ensemble une présentation en images du centre Hubertine Auclert. Entre les femmes et les hommes, les inégalités sont partout. À la fin du 19e siècle déjà, Hubertine Auclert militait pour les droits politiques des femmes. En 2009, la région Île-de-France, des associations, collectivités et syndicats créent le centre Hubertine Auclert pour agir concrètement en faveur de l'égalité femmes-hommes à travers 4 missions. D'abord, le développement d'un centre de ressources et d'échanges. Avec l'Egalitech, une banque de ressources unique et participative, notre centre propose de nombreux outils en libre accès. Nous produisons des études innovantes et nous organisons des événements ouverts à toutes et à tous. Ces connaissances et ces rencontres alimentent notre réseau, afin d'agir auprès des collectivités en assurant, par exemple, la formation des élus et des agentes et agents, ou en accompagnant les associations et les syndicats au montage de projets. Construire l'égalité passe aussi par l'éducation. Nous soutenons les démarches de toutes celles et ceux qui veulent agir dans le champ éducatif en proposant notre expertise à travers des formations et des campagnes de sensibilisation auprès du jeune public. Parce que déconstruire les représentations sexistes auprès des plus jeunes, c'est déjà agir efficacement pour lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Grâce à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes et aux côtés des professionnels sur le terrain, nous améliorons la connaissance, par exemple, en décryptant le cybersexisme et les cyberviolences pour mieux repérer et protéger les femmes victimes de violences. À travers ces 4 missions, le centre Hubertine Auclert et ses membres structurent un écosystème unique pour construire et diffuser une culture de l'égalité en Île-de-France. Alors, on vient de voir cette présentation du centre ô combien important, Charlotte. Alors, j'aimerais que vous nous parliez, parce que je sais que le centre est organisé autour de 4 grands pôles d'expertise. J'aimerais que vous nous présentiez ces 4 grands pôles, à commencer par l'Observatoire de la violence faite aux femmes. L'Observatoire, c'est un observatoire régional des violences faites aux femmes qui a fêté ses 10 ans l'année dernière. Pour nous, c'est vraiment un organisme important puisqu'il nous permet de pouvoir analyser toutes les formes de violence et notamment de réfléchir à toutes les formes de féminicide. Donc ça nous permet également de travailler sur les féminicides notamment via des suicides forcés. Oui. Et donc de pas uniquement s'arrêter aux femmes victimes de violences à proprement parler, mais aussi d'aller réfléchir à ce qui a conduit à ces violences. Et comment on peut agir demain et lutter concrètement contre toutes ces formes de violence.
Donc l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, c'est aussi l'observatoire qui nous permet, qui est un énorme socle pour nous, de créer nos campagnes de sensibilisation et nos campagnes de formation. Voilà, alors justement, on va voir quelques images. Voilà, on a les campagnes, on a quelques campagnes que vous aviez initiées, certaines à destination des jeunes, d'autres à destination du tout public. Vous pouvez peut-être nous en commenter certaines. Oui, tout à fait. Rapport à... Tout à fait. Alors, bon, l'égalité, ça se travaille, ça parle de soi. C'est qu'en effet, en effet, il est temps d'agir pour que chacune et chacun soit respecté. Stop cybersexisme, ça c'est une campagne qui a, alors elle a quelques années maintenant, mais c'était une campagne qui a été importante pour nous, notamment avec bien sûr les smartphones dans les lycées. Ça a permis également de lever le voile sur le cybersexisme et de montrer que le cybersexisme, ça existe. C'est-à-dire que cette campagne, je crois qu'elle date de 2019, donc elle est à peu près au moment de MeToo. Et en fait, cette campagne, elle a permis à de nombreuses jeunes filles de se rendre compte que ce qu'elles vivaient n'était pas normal. Voilà. Et ça c'est important. C'est aussi lever la culpabilité en fait qui les anime dans leur quotidien et leur dire non, en fait, ce que vous vivez, c'est pas normal et on est là pour vous aider. Ensuite, je n'ai pas envie, il m'a forcé. Bon. Oui, ça parle de soi, oui, effectivement. Voilà, ça parle de mais soi, ça sensibilise et puis ça fait prendre conscience peut-être et ça facilite la prise de parole. Oui, c'est vraiment... en fait, je vais vous donner un exemple. On a mené aussi une campagne contre l'inceste. Oui. L'inceste, on sait dire aujourd'hui que les personnes victimes, enfin les enfants victimes d'inceste, en général, ça se passe autour des 8 ans. Et pourtant, la libération de la parole, elle n'arrive que quand elle est libérée entre 16 et 18 ans. Ah oui. Donc, l'inceste, c'est quelque chose qui est terrible parce qu'en plus de ça, c'est jeter la culpabilité sur une personne de sa famille. Donc, d'autant plus difficile. Le jeune ado a conscience qu'en parlant, il va se passer un séisme dans sa famille. Et donc, il a du mal à prendre la parole sur le sujet. Alors que, évidemment, on avait besoin d'être présents, nous, dans les lycées, donc via une campagne sur l'inceste. Je suis désolée, on vous l'a peut-être pas trop... Non, j'en ai pris certaines, en fait, sur votre site. Évidemment, il y en a beaucoup. Et pour moi, cette campagne, elle était essentielle parce que l'inceste, c'est ultra tabou. Bien Je sûr. crois que c'est un des sujets les plus tabous qu'on puisse avoir encore aujourd'hui dans notre société. Et pourtant, les chiffres sont criants. Donc, aider les jeunes à libérer la parole au sein de leur lycée avec une campagne d'affichage qui leur montre qu'en fait, non, ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment pas normal. Et il faut y aller, il faut essayer en fait de libérer la parole parce qu'on sait très bien que pour la suite, ça sera une aide dans ce qu'ils vont vivre. C'était essentiel. Donc, on essaie de faire des jolies campagnes. Alors, souvent, nos campagnes, on les teste avec nos associations partenaires. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on les trouve où, justement, ces affiches? Elles sont... Alors, les affiches, elles sont distribuées donc, à tous nos membres. Alors, je vais saluer nos membres rapidement. Parmi nos membres, aujourd'hui, on a à peu près 160 collectivités. Donc notamment la mairie de Joinville. Voilà, et je vais donner juste après la parole à Séverine pour qu'elle nous explique ce qu'elle a suivi comme formation. On a également des institutions publiques, donc on a le ministère de l'Éducation nationale, on a le ministère de l'Agriculture, on a le ministère de l'Intérieur, puisqu'on forme également les forces de l'ordre en Île-de-France pour accueillir et recueillir la plainte des femmes victimes de violences. Et on a également en fait notre maillage associatif. Alors aujourd'hui, je crois qu'en Île-de-France, j'ai pas le chiffre exact du nombre d'associations, mais il me semble qu'on était à peu près à 300 associations adhérentes. Et ça va de l'association, d'une des associations les plus connues aux moins connues. Ça va à une petite troupe de théâtre qui fait du théâtre uniquement sur des sujets qui touchent au sexiste ou aux violences sexuelles, jusqu'à la Fondation des femmes, pour ne pas les citer, ou au CIDFF, qui sont aujourd'hui des antennes nationales importantes. Mais pour nous, c'est important, en fait, de donner les moyens à des petites associations, comme à des grandes associations, de se rencontrer. C'est ce qu'on fait en animant des webinaires avec chacun. Et puis, c'est aussi leur donner en fait, aujourd'hui, nous, nos sources pour
pour nos études, on va aussi les chercher avec les associations membres. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nos expertes se lancent dans un travail d'études, elles font aussi appel au terrain associatif. Et derrière, nous, on leur donne les outils à utiliser pour leur quotidien. Donc ces campagnes en étaient l'exemple. Et ces campagnes, on les trouve également donc, dans les lycées, dans les collèges, parce que si on parle typiquement de l'inceste, on l'avait diffusé également dans les collèges. Et puis on les retrouve dans les médiathèques parfois, voilà, dans tous les endroits, et dans les commissariats de police également. Dans tous les endroits qui sont identifiés importants pour nous et qui sont des endroits où on peut libérer la parole. Tout à fait. Et j'ai oublié les syndicats dans les membres. Ah oui, les bien syndicats sûr, professionnels. évidemment. Oui, c'est important et il faut les mentionner, bien évidemment. Et donc, vous parliez des collectivités, vous parliez de Joinville-le-Pont. Donc, Séverine, vous avez suivi des formations d'Hubertine Auclair. Est-ce que vous pouvez nous en parler et comment ça se décline au sein de la mairie par rapport à ces formations que vous avez suivies ? Tout à fait. En fait, le centre Hubertine Auclair, c'est une vraie ressource pour les collectivités et pour les élus et l'ensemble des agents. Moi, j'ai suivi les formations dès le début du mandat. Je dirais que je me suis initiée à l'égalité femmes-hommes grâce au centre Hubertine Auclair. Parce qu'effectivement, on a des études, des données, des plans d'action, des exemples, des campagnes. Alors, on parlait des campagnes d'affichage. Les campagnes, on peut, nous, les imprimer, apposer notre logo. Voilà, donc c'est déjà des outils qui sont mis à disposition des collectivités pour les relayer. Donc c'est des outils qui sont clés en main. Donc effectivement, oui, ça c'est important de le préciser. Oui, on les diffuse. Après, sur la ville de Joinville, là, on va lancer très prochainement un plan communal de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Parce que quand on a état de chiffres, on a potentiellement 2 enfants par classe qui peuvent être victimes d'inceste. Oui. Moi, je ne peux pas terminer le mandat sans m'occuper de cette problématique. Oui, ça vous a vous-même sensibilisé encore davantage à cette question, en fait. Tout à fait. Alors, moi, je suis inscrite pour la prochaine session de formation sur l'inceste, mais bon, j'ai déjà état des chiffres et des actions que l'on pourra mettre en œuvre, mais c'est important de lancer cette action et de rassembler l'ensemble des services pour créer de nouveaux protocoles, mettre en place des dispositifs et qu'une collectivité se mobilise dans son ensemble pour développer ces nouvelles actions. Oui, et on verra d'ailleurs un petit peu plus avant dans l'émission tout ce que vous avez pu mettre, enfin un exemple parce que c'est tellement conséquent ce que vous avez pu mettre en œuvre au sein de Joinville-le-Pont. Donc on le verra tout à l'heure avec grand plaisir et déjà bravo pour tout ce que vous avez mis en place. Merci. Les formations ont été très profitables, chère Séverine. Tout à fait. Et donc, Charlotte, donc, on parlait des différents pôles d'Hubertine Auclair. On a vu effectivement donc, l'observatoire, on a vu les campagnes d'affichage. On n'a pas parlé aussi, il y a un pôle qui est dédié vraiment, on parlait de l'éducation, il y a éducation à l'égalité. Oui, c'est un pôle qui est essentiel pour nous, puisque tout à l'heure on en parlait, mais pour casser les stéréotypes de genre, ça passe par l'éducation. Et donc on a une équipe dédiée uniquement à l'éducation. Cette équipe, elle a un travail qui est assez titanesque, parce qu'en fait pour nous, on a décidé depuis plusieurs années de nous concentrer aussi sur la formation des agents périscolaires et des personnes en crèche. Oui. Qui sont en fait les premiers contacts des familles et qui sont aussi les premiers contacts des enfants. Et donc, on travaille avec eux sur ces volets. On forme également du personnel de l'éducation nationale. J'en parlais tout à l'heure grâce au partenariat qu'on a avec le ministère. Et donc, pour nous, c'est aussi l'éducation, c'est ce qui va nous permettre de faire cette société meilleure et de faire de casser le continuum de violence sur lequel on veut lutter. En fait. Et puis j'ai vu que vous aviez des formations thématiques dédiées à l'éducation nationale. Il y en a 3 d'ailleurs pour 2025 qui sont déjà en ligne sur le site auquel on peut s'inscrire. Exactement. Oui, alors, l'ensemble de nos formations, et je crois que cette année on a à peu près 52 formations différentes, sont disponibles sur notre site internet. Oui,
Donc là, c'est aux collectivités d'aller s'inscrire directement. Aux collectivités ou associations. Alors les collectivités adhérentes, elles reçoivent régulièrement notre fameuse Cybertine, qui du coup leur permet de voir en fait les formations à venir et de s'inscrire assez facilement. Et puis c'est vrai qu'ils sont prioritaires, mais le centre Hubertine Auclert, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le seul centre régional à avoir mis en place sur tout le territoire national ce dispositif. Et donc aujourd'hui, on a de plus en plus de villes qui viennent d'ailleurs, qui viennent hors de l'Île-de-France. Oui, voilà, exactement. Ce ne sont pas uniquement des villes franciliennes qui Non. En fait, aujourd'hui, on a vraiment de plus en plus de villes qui viennent de tout le territoire national. Et nous-mêmes, on a des équipes qui partent faire des formations aussi à l'international parce qu'on a des demandes des ambassades. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que le centre Hubertine Auclert, c'est un centre de ressources qui est intéressant pour beaucoup d'institutions. Oui. Et puis on a vu, donc on parlait des campagnes, vous faites également des expositions. Ça, je sais, là on en a quelques-unes sur différentes thématiques. C'est les malles. En fait, on crée des malles à disposition. Voilà. Et dans ces malles, alors il y a soit des kits pédagogiques et il y a également des expositions. Par exemple, Séverine, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de demander une de nos expositions, mais en fait, elles sont mises à disposition gratuitement. Oui. Et voilà. Et donc, en effet, dans le cadre du 25 novembre et du 8 mars, on a beaucoup de collectivités qui nous contactent pour justement disposer de nos expos. Très bien. Donc voilà, il faut, pour tous les élus qui nous regardent, donc ils peuvent se rapprocher de vous s'ils veulent organiser une exposition dédiée à l'égalité femmes-hommes. Voilà, c'est clé en main. C'est clé en main. Vraiment, c'est idéal. Et comme le disait Séverine, en effet, on refait même des propres documents avec le logo de la collectivité qui nous le demande. Parfait, effectivement. Donc c'est vraiment clé en main et exploitable directement sur le terrain. Exactement. Donc c'est parfait. Alors on a parlé du centre et on en parlera bien évidemment encore un petit peu dans la poursuite de l'émission, mais on va parler de Séverine et de ses actions. Donc on va évidemment se focaliser sur une ville qui s'appelle Joinville-le-Pont, une ville du 94 qui est moteur dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et on va voir quelques exemples concrets de réalisation. Et puis, il y a également l'intercommunalité Paris-Est, Marne-et-Bois, où vous êtes chargée de projet, Séverine. Et on va voir des réalisations. Je vous invite à les regarder ensemble tout de suite. Bravo, bravo. Merci. Et ce n'est qu'un échantillon, comme nous en parlions tout à l'heure, ce n'est qu'un échantillon de vos réalisations. Alors, on vient de voir beaucoup de choses très intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous parler de certaines d'entre elles, déjà en matière de sensibilisation ? On a vu des expositions. Oui, tout à fait. En matière de sensibilisation, on travaille avec une compagnie d'ailleurs que j'ai rencontrée sur un événement d'Hubertine Auclert, l'APS Équipe du Matin, qui travaille avec le Théâtre Forum et qui a développé une série d'ateliers pour élaborer, concevoir avec des enfants un problémomètre. Oui. On ne voulait pas flécher violentomètre pour les enfants. Oui. Donc, elles ont travaillé sur quelques mois à travers le Théâtre Forum, déjà pour identifier les situations et pour graduer si la situation était plus ou moins grave. Et lorsqu'on a fait une restitution aux parents, on s'est rendu compte que pour les enfants, certaines situations étaient graves, alors que pour les parents, elles ne l'étaient pas.
Et au contraire, pour les parents, certaines situations étaient graves et pas pour les enfants. Donc j'ai eu l'exemple d'une situation on me touche les parties intimes et un enfant qui posait un papier vert. Donc vous vous rendez compte du travail que l'on doit mener derrière pour sensibiliser l'enfant sur la gravité de la situation. Effectivement, là, il y a vraiment une prise de conscience et là, votre rôle est essentiel. Voilà, donc c'est à travers des outils, puisque il y a des outils qui sont à disposition, mais il y a aussi des outils qu'il faut encore créer sur le terrain. Et nous, on essaye d'impliquer dès la création le public, les jeunes, d'associer les parents, d'associer les équipes d'encadrants. Vous travaillez beaucoup avec le périscolaire aussi ? Oui, le périscolaire, c'est une réelle ouverture pour les collectivités. Et, moi, j'ai la chance d'avoir une élue au périscolaire qui accueille tous mes projets et les services derrière qui sont ravis de les mettre en œuvre. Donc, c'est un réel appui pour moi, le périscolaire. Et puis l'égalité, ça passe par l'espace public. Donc on parlait d'exposition tout à l'heure. Et là, on voit des expositions. Il y en avait une sur le pont de Joinville-le-Pont. Voilà, Regard croisé, c'était sur le pont de Joinville. Oui, tout à fait. C'est important de diffuser les expositions en dehors, hors les murs des lieux d'exposition. C'est comme ça qu'on arrive à mobiliser, à sensibiliser sur cette thématique. On a aussi un projet qui est en cours, c'est de diffuser des portraits de femmes dans l'espace public. Puisque les femmes, on le sait, sont invisibilisées. Quand on regarde les noms de rues, il y a très peu de rues qui portent un nom de femme. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur un rééquilibrage via des équipements, des nouveaux équipements ou des salles. On nomme aujourd'hui des femmes pour les représenter, mais pour les rues, c'est un petit peu difficile de débaptiser. Il y a beaucoup de militaires, beaucoup de savants, mais peu de femmes, ne serait-ce que parce qu'il y avait moins de femmes également dans le domaine des sciences, on en parlait tout à l'heure, évidemment. Tout à fait, donc voilà, ce qu'on peut faire, c'est mettre en lumière des femmes dans l'espace public. On va accueillir aussi très prochainement sur Joinville une artiste qui va exposer sur les palissades de chantier, et j'aimerais qu'on pérennise cette action, c'est-à-dire que les espaces qui sont en transition, comme ça, qu'on les exploite pour mettre en avant des projets artistiques de femmes. Ah oui, bravo, oui, effectivement, et ça peut donner des idées à d'autres élus qui nous regardent comment exploiter au mieux temporairement, voilà, certains espaces. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a énormément d'espaces sur lesquels on peut œuvrer. Oui. Et alors, ce que vous avez fait dans les boulangeries, moi, je voulais que vous nous en parliez justement. Oui, justement, on a diffusé le violentomètre, le fameux violentomètre, dans le cadre du 25 novembre. C'est une campagne qui est importante pour sensibiliser et toucher l'ensemble du public, qui est assez large, puisque quand on va acheter une baguette de pain, on n'imagine pas qu'on va découvrir cet outil-là. Et c'est une manière d'arriver à mobiliser et en tout cas se questionner sur ces situations-là. Voilà. D'accord, donc c'était distribué à chaque personne, à chaque client qui venait acheter sa baguette. Toutes les boulangeries de la ville avaient le violentomètre quand on achetait une baguette. Très bien. Oui, donc c'est un outil de sensibilisation qui passe par un vecteur en fait très commun. Voilà, acheter son pain à la boulangerie et donc c'est et on le découvre. Voilà. Je dirais que la difficulté quand on met en place des actions autour de la lutte contre les violences, on le voit avec par exemple la conférence que l'on avait mis en place. Ça reste difficile de mobiliser un large public. Oui. Voilà. Vous voyez, dans la salle, il n'y avait pas tant de personnes que l'on aurait espéré. D'accord. Donc c'est vrai que quand on diffuse une campagne avec le violentomètre sur les baguettes, les sachets de baguettes de pain ou dans les pharmacies, on arrive petit à petit à amener un public qui pouvait être réfractaire, qui n'en avait pas conscience ou qui n'avait pas tout simplement envie de regarder ce type de situation. Oui.
Effectivement. Et alors, on a vu vos actions au sein de Joinville et on a vu aussi, puisque vous êtes chargé de projet à l'intercommunalité, déjà vous pouvez peut-être présenter, parce que l'intercommunalité, il y a 13 communes de l'Est parisien. Oui, c'est ça. On regroupe 13 communes. L'objectif, c'est d'impulser une dynamique autour de l'égalité femmes-hommes à travers un plan communal. Donc, nous sommes la première intercommunalité à avoir mis ce plan en place, qui est assez novateur, qui regroupe 50 actions autour de 4 axes, notamment l'espace public, la représentativité des femmes dans l'espace public. On va prochainement diffuser sur nos collectivités un rapport toponymique. Donc on parlait du nom des rues et des espaces, et c'est important qu'on conscientise tout à fait. Nos villes sur ces données, et en même temps qu'on propose des actions pour qu'elles puissent travailler sur une forme de rééquilibrage. On n'arrivera pas au rééquilibrage. Difficile, on est réaliste, sûr. Mais faire des propositions, des préconisations, c'est important. Et donc, ça va être décidé au niveau donc de l'intercommunalité, et chaque commune va suivre les préconisations, va vous suivre dans chaque action. Alors, en fait, nous, on ne peut pas imposer, on reste une compétence facultative à l'échelle de l'intercommunalité. Donc, on ne va jamais imposer une action à une collectivité. On incite, en fait, à partir du moment où on donne une information, on amène à semer une graine, je dirais, et c'est une première porte ouverte vers de nouvelles actions et un changement de paradigme. Oui, totalement, effectivement. Et donc voilà, des actions aussi au niveau des enfants, au niveau de, on l'a vu, il y a une valise pédagogique, une mallette pédagogique, c'est ça qui. Tout à fait, à l'échelle du territoire. Voilà. En ce moment, on est en train de travailler avec une graphiste, Laure Lacour, qui nous accompagne. On a demandé des référents des services périscolaires de se mobiliser à travers une série d'ateliers. Ils sont en train d'élaborer, là c'est en cours, on avait encore une séance ce matin, ils sont en train d'élaborer des jeux autour de l'égalité filles-garçons, et on distribuera à nos collectivités membres une valise pédagogique avec ces outils qui seront édités et qui pourront être employés directement au sein des villes. D'accord, par l'éducation nationale, par... Pas du tout, nous on reste avec le périscolaire. D'accord, voilà. Par le périscolaire, d'accord, très bien. Donc oui, ce sont de vrais outils de sensibilisation. Et justement, puisqu'on parle sensibilisation, Charlotte, vous, on a parlé évidemment de votre rôle en tant que présidente du centre Hubertine Auclert, mais il ne faut pas oublier que vous êtes également conseillère régionale d'Île-de-France. Quelles sont les opérations qui sont menées ou qui ont déjà été menées, des opérations d'envergure en termes de sensibilisation par la région ? Alors, en termes de sensibilisation, on s'appuie essentiellement... en fait, le Centre Hubertine Auclert est un organisme associé de la région Île-de-France. Donc, en termes de sensibilisation, on s'appuie souvent sur les outils du Centre Hubertine Auclert. Oui. Et en revanche, on a également fait une campagne il y a maintenant 2 ans qui s'appelait « Le porno, c'est pas la ref », pour pouvoir lutter aussi contre les images porno. Aujourd'hui, on sait que... un petit garçon de 10 ans a déjà été exposé à plus de 90% de chances d'avoir déjà été exposé à des images porno. Donc, c'est qu'on a encore beaucoup de boulot à faire. Oui. Et donc, le porno... Voilà, exactement. Et donc, le porno, c'est pas la rêve. C'était une campagne qu'on a mis en place, vraiment destinée aussi aux parents. C'était une campagne presse et transport en commun. Mais l'idée, c'était aussi de faire prendre conscience aux parents que faire attention à ce que regardent nos enfants, c'est essentiel, parce que c'est un des moyens aussi de lutter contre la pornographie. Donc, c'est un des sujets de sensibilisation. C'est une des campagnes de sensibilisation qu'on a pu faire. Et puis ensuite, on a des campagnes de sensibilisation également avec un autre organisme associé de la région Île-de-France qui s'appelle le CRIPS. Oui. Le Centre Hubertine Auclert et le CRIPS ont travaillé ensemble sur une campagne qui s'appelle « Tu m'aimes, tu me respectes ». L'objectif, c'est vraiment, là encore, de faire prendre conscience aux jeunes filles qu'il y a des comportements qui ne sont pas tolérables chez les garçons.
Et donc, on a fait une campagne avec des cartes postales, des affiches. Et puis, en tant que région Île-de-France, on est aussi très souvent présent sur les différents festivals qu'on peut avoir l'été. Je pense au Soliday, je pense à Rock en scène, par exemple, pour ne pas les citer. Et donc, distribuer des cartes postales, distribuer des goodies qui font réfléchir et les faire participer les jeunes à des jeux de société. Je pense qu'on a tous la même le recette. jeu, voilà, par ce biais ludique, on arrive plus Exactement. facilement à faire passer un message. Oui. Et puis c'est vrai qu'on est sur des sujets qui peuvent être lourds. C'est ça. Et donc, quand on est sur un festival, on a envie de s'amuser, on n'a pas forcément envie d'aller se confronter à des sujets un peu lourds. Donc, on essaie en tout cas de capter nos jeunes de cette manière en apportant un sujet un peu plus ludique. Et ensuite, sur nos actions à proprement parler en tant que région, pour lesquelles on est moins dans la sensibilisation, mais pour lesquelles on est plus dans l'action. Aujourd'hui, une des difficultés principales des femmes victimes de violences, c'est le logement. Alors, le logement, c'est la préoccupation. Vous faites la transition, justement, mais je vous laisse en parler justement. Le logement, c'est la préoccupation numéro 1 des Français et de l'ensemble des Français. Mais ça l'est d'autant plus quand on est une femme victime de violences. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du 39-19. Le 39-19 dit pas forcément à une femme de partir tout de suite. Parce que si on dit à cette femme de partir tout de suite, on a surtout peur qu'elle revienne. Et ça sera encore plus dur de partir. Et surtout quand elle va revenir, les violences seront plus fortes encore. Donc le 39-19 essaie aussi d'orienter les victimes vers les bonnes associations, les associations qui vont avoir les leviers pour pouvoir agir, accompagner le départ et surtout reloger les femmes victimes de violences. Alors aujourd'hui, il y a eu plusieurs dispositifs qui ont été mis en place. Justement, on va les voir parce qu'il y a eu des actions très importantes gouvernementales. Exactement. Et on va en voir quelques-unes juste après. Mais là, voilà, on a parlé, je vous laisse. Et donc du coup, en effet, sur l'ensemble du mandat, c'est plus de 800 logements qui ont été créés uniquement destinés aux femmes victimes de violences avec la Fédération nationale, la FNSF. Solidarité Femmes. Et pour nous, c'est important, en fait. C'est des petites pierres qu'on pose comme ça, mais c'est assez essentiel. Et ensuite, il y a les centres d'hébergement d'urgence destinés aux femmes victimes de violences qu'on soutient également. On soutient également des centres d'hébergement d'urgence pour des femmes à la rue, parce qu'en fait, on le sait, une femme à la rue... elle est aussi touchée par des violences. Donc, c'est ce qu'on a développé. Et notamment, aujourd'hui, on a un centre dans le 13e arrondissement. On en a un également à Clichy. Et puis ensuite, il y a le soutien. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en tant que collectivité, alors... À l'échelle locale, je suis également maire adjointe dans ma commune, donc à l'échelle locale, on a les associations sous la main et puis on a les habitants et hop, tout le monde, on y va. Et plus on monte, et plus c'est compliqué d'agir directement sur le terrain et d'aller toucher directement sur le terrain. Et nous, à la région, du coup, sans les associations, on serait rien. Moi, je le dis toujours, c'est que merci aux associations, merci aux bénévoles et au travail qu'ils réalisent au quotidien, parce que sans eux, nous, associations, on n'aurait pas les moyens d'agir. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle on subventionne les différentes associations qui répondent à nos appels à projets. Totalement. Et justement, là, donc, on a évoqué longuement le sujet de l'égalité. On va bien sûr parler également des violences qui sont faites aux femmes, parce que l'actualité est souvent rythmée par le nombre des féminicides, qui est terrible. Mais quelque part, finalement, ce n'est qu'une petite partie de ce problème. Parce que si on ajoute, vous parliez tout à l'heure des suicides forcés, des violences psychologiques, si on a des violences physiques vécues quotidiennement, et puis des tentatives aussi d'homicide, de féminicide, donc qui sont... les violences financières. Et les violences financières. Donc c'est vraiment quelque chose... Est-ce qu'on arrive à le quantifier d'ailleurs ? Est-ce qu'on arrive à quantifier l'ensemble ? Parce que je sais que les chiffres ont été... le garde des Sceaux s'était félicité l'an dernier d'une diminution du nombre de féminicides, mais les associations avaient été un petit peu, en désaccord avec ces chiffres. En fait, il y a plusieurs choses. La première, alors cette année, il faut quand même le dire, parce que l'AMI Prof a sorti des chiffres sur le suicide forcé, enfin ce qui conduit en fait les violences qui conduisent au suicide. C'est la première année en fait en France qu'on est capable de sortir ces chiffres. Donc
j'ai envie de dire, c'est déjà un bon point, parce que ces chiffres, avant, c'était très compliqué de les avoir. Oui. Alors, bien sûr, je pense qu'il restera toujours une part d'ombre sur ces chiffres, parce que c'est difficile de savoir si... on peut le faire quand toute la lumière est faite, en fait, sur le drame vécu. Les autres violences, donc c'est plus difficile à quantifier, évidemment. Moi, j'ai quand même tendance à dire quelque chose, c'est que oui, en effet, un féminicide, c'est toujours un féminicide de trop. Ça, c'est une évidence. Mais quand j'entends... bien sûr qu'on manquera toujours de moyens pour pouvoir agir plus vite, pour pouvoir reloger les femmes, pour pouvoir les accompagner correctement, pour pouvoir leur donner la protection nécessaire. Aujourd'hui, on a le téléphone grave danger, on a le bracelet anti-rapprochement. Voilà, on va les voir justement dans ce qu'on va montrer. J'anticipe un peu trop, je suis désolée, Florence. Pas du tout. Mais en fait, on m'expose souvent la situation en Espagne. On me dit, ah là là, la France, qu'est-ce qu'on est en retard par rapport à l'Espagne. Oui, mais l'Espagne, elle a démarré depuis bien longtemps. Un combat que nous, on est en train de mener et qu'on démarre presque. Notre combat, on le démarre presque, en fait. Oui, c'est vrai. En termes de moyens. Donc, oui, les chiffres, en fait, et donc... Je ne veux pas jeter la pierre à quiconque, mais c'est vrai que quand le garde des Sceaux dit que les chiffres commencent à baisser, je comprends en fait qu'une partie de lui se dit oui, mais bon, nous en fait on met les moyens et ça, on a démarré un peu tard et les chiffres commencent à baisser. Bon, les chiffres seront toujours trop hauts. Un féminicide, c'est ce que je disais, sera toujours un féminicide de trop. Mais c'est vrai que on commence à voir que le travail engagé commence à payer. Très bien. Alors justement, on va parler maintenant de politique publique, puisque, comme vous le disiez, Charlotte, très justement, ça a commencé tardivement. En fait, on va dire que ça commence un petit peu en 2019, le Grenelle des violences conjugales à l'automne 2019. Il va y avoir des mesures qui vont être actées immédiatement. Et puis depuis le gouvernement, le quinquennat, Macron a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une de ses priorités majeures, fortes. Et donc, on va le voir ensemble, on va voir quelques exemples de tout ce qui était mis en œuvre, que ce soit des lois, que ce soit des mesures qui commencent effectivement à porter leurs fruits. On regarde immédiatement. Voilà, alors je vous voyais toutes les deux réagir. Il y a des mesures phares. J'aimerais effectivement votre appréciation sur ces mesures. Peut-être Séverine en premier. On a vu beaucoup de mesures qui se sont échelonnées depuis 2019. Quel est votre sentiment global par rapport à ces mesures? Quelles sont celles qui, d'ailleurs, vous-même, vous paraissent les plus importantes? En fait, mon sentiment global, quand on est sur le terrain et quand on accompagne des victimes, c'est qu'on a l'impression qu'on est toujours dans une forme de lutte et que rien n'est simple pour les victimes, encore aujourd'hui, pour les orienter et pour arriver à une situation totalement sécurisée. Oui.
On avait travaillé avec un ensemble d'acteurs du territoire où on avait associé le département, le SIAO, qui est le 115, qui oriente les services logements et différents services. Et on avait essayé de réfléchir sur les parcours d'hébergement pour les femmes avec différentes situations, avec enfants ou pas, avec papier ou pas. Et on se rend compte que encore aujourd'hui, même si on a ces dispositifs qui sont une réelle avancée, effectivement, mais encore aujourd'hui, sur le terrain, ça reste très complexe pour régulariser, pour sécuriser les femmes. Alors, je prends l'exemple de l'hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence, dans la réalité, toutes les femmes ne souhaitent pas s'orienter vers ce dispositif. Pourquoi ? Oui. Parce qu'on demande à une femme, entre 15 jours et 2 mois, de s'isoler. Elle doit se mettre à l'abri, mais du coup, elle doit se couper du travail. Quand elles ont des enfants, les enfants sont déscolarisés. Et il y a beaucoup de femmes qui sont, même si elles sont en grave danger, qui n'osent pas. Elles n'ont pas toujours conscience aussi qu'elles sont en situation de grave danger, mais qui n'osent pas aller vers ce dispositif parce qu'elles se disent que qu'est-ce que vont penser les autres et comment mes enfants vont réagir par rapport à cette mise en sécurité. Donc, c'est un dispositif qui est très bien, c'est essentiel, mais malgré tout... Et quelles seraient justement les mesures qui seraient susceptibles d'inciter plus de femmes en améliorant ce dispositif? Quelles seraient d'après vous les mesures incitatives? Est-ce qu'il y en a déjà? Alors, il y a les hébergements relais. Nous, on travaille sur la ville de Joinville aussi sur des hébergements relais. Mais pour les inciter à partir. Alors, je sais qu'il y a une amélioration sur le temps déjà des allers-retours pour les plaintes. Avant, on était à 7 allers-retours pour qu'une femme, entre une femme qui porte plainte et qui quitte le foyer. Oui. Aujourd'hui, on est à 3-4 allers-retours entre la plainte et le... Ça reste long, mais ça reste long. Voilà. Effectivement, ce qui incite à partir, c'est les dispositifs qui sont déployés derrière. Donc, plus on aura d'offres pour leur permettre de se sécuriser ou même d'extraire l'auteur des logements, parce qu'on pourrait les extraire. Et, est-ce que ça ne serait pas d'ailleurs la meilleure solution ? Voilà, c'est effectivement une des solutions. Mais dans la réalité, quand la victime n'est pas à l'origine du bail, qu'elle n'est pas propriétaire ou qu'elle n'a pas de papier, enfin voilà, il y a tellement de situations diverses et complexes. Dans la réalité, en fait, il y a encore beaucoup de dispositifs à créer. Oui. Oui. Et je dirais, ce qui nous manque aussi, c'est le volet avec la justice. Oui. Puisque moi, quand je suis une victime qui a un certain nombre de faits qui sont avérés, qui sont démontrés, et quand le conjoint ressort du commissariat après une garde de 24 à 48 heures, qui a eu un signalement au procureur mais qui n'a pas donné suite, c'est encore plus difficile pour la victime. Oui. Quand l'auteur retourne au domicile. Alors justement, on a vu qu'il y avait des centres qui avaient été créés pour garder les auteurs de violences faites à leurs compagnes. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça reste... Il y a 30 centres en France. Alors il y a aujourd'hui les CPCA, les centres de prise en charge des auteurs de violences, proposent des cellules psychologiques. Oui. Les auteurs de violences peuvent s'orienter directement vers ces cellules. Nous, on a ouvert une cellule sur Joinville, une permanence. Oui. Donc, c'est une première aussi sur notre territoire. Mais dans la réalité, je dirais que si ce n'est pas dans le cadre d'une procédure, il y a peu d'auteurs, aujourd'hui encore, qui s'orientent vers ce type de dispositif, puisque pour la plupart, ils sont dans le déni. Oui. Ils vont inverser les situations. C'est une action volontaire, en fait. Oui, c'est ça. Mais la plupart sont dans le déni. Et en plus, ils inversent la situation et ce sont eux les victimes. Donc, je dirais qu'on a encore un travail à faire assez conséquent pour identifier ces situations et accompagner les victimes et les auteurs.
Oui, oui, tout à fait. Et vous, justement, alors Charlotte, par rapport à ce que disait, je vais vous laisser rebondir par rapport à ce que disait Séverine, sans doute une vision complémentaire et vous allez être d'accord Exactement. sur certains points, mais Oui, évidemment. je suis d'accord sur l'ensemble des points. Juste pour revenir sur ce que disait Séverine, on a un vrai sujet aujourd'hui, c'est le manque de tribunaux spécialisés dans notre pays. Oui. On en a, alors ça y est, on les a lancés, mais alors qu'est-ce que c'est long. Et donc, tant qu'on n'aura pas ces tribunaux spécialisés, on aura une justice qui sera toujours trop longue pour agir. Oui. On aura aujourd'hui, moi, je suis confrontée à rencontrer des femmes qui me disent alors, oui, c'est bien, j'ai un bracelet anti-rapprochement. Voilà, oui. Mais par Oui. contre, le juge des affaires familiales me demande de remettre mon enfant à son père tous les 15 jours. Évidemment. Oui, il y a Là, c'est quand même une inadéquation évidemment. aujourd'hui entre les différents dispositifs et aujourd'hui on prend pas. Alors c'est aussi un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui on prend pas assez en compte l'enfant comme une co-victime. Oui, tout à fait. Clairement, aujourd'hui, une femme qui a été victime de violence, là je vous parle d'une situation où c'était une femme qui a été séquestrée, donc, et qui a connu des violences pendant 2 ans, séquestrée, qui revient de très très loin et qui a réussi à s'en sortir parce que ses parents ont vu en fait l'emprise se mettre en place et que les parents lui ont dit si tu es prête, on va venir t'aider, on va venir. Elle n'avait plus rien. On parlait tout à l'heure de violence financière, elle n'avait plus aucun papier à son nom. Elle ne savait même pas où était sa carte d'identité. Oui, elle est sous l'emprise totale de son conjoint. Exactement. Donc, dans ce type de situation, c'est un vrai redémarrage. On réécrit une nouvelle page de sa vie. Et la chance de cette femme dans toute son histoire, c'est d'avoir eu des parents qui ont été avertis, qui se sont rendus compte de certaines choses et qui ont agi pour elle. Parce que sinon... bah oui, elle aurait pas pu partir. Enfin, on va pas se mentir. C'est une femme qui, elle avait un enfant en bas âge. Elle n'allait pas aller avec son enfant en bas âge dans un centre d'hébergement d'urgence, sans savoir exactement où elle va, sans savoir exactement oui, elle préfère, dans quel centre d'urgence elle va atterrir. Enfin, moi, je le vois sur mon département. Je suis dans le sud des Hauts-de-Seine. On propose souvent. Alors oui, en effet, il faut pouvoir installer une distance entre l'habitation et la femme à protéger. Mais parfois, quand on envoie une femme dans le nord des Hauts-de-Seine, on sait très bien qu'il n'y aura pas d'école pour les enfants pendant plusieurs mois. Ça va être hyper compliqué. Et aujourd'hui, un élément de la stabilité des enfants, c'est aussi leur éducation. C'est leurs camarades, c'est leur bouffée d'oxygène, c'est d'aller à l'école. Donc aujourd'hui, oui, je pense qu'en fait, on a un vrai travail à faire sur la prise en charge de l'auteur, en fait. On s'est longtemps concentré sur les femmes victimes de violences. Oui. Alors, et encore, pas assez sur l'accompagnement ni sur le suivi judiciaire. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui n'ont pas la chance d'avoir un accompagnement judiciaire et qui se retrouvent dans des situations où elles ont réussi à s'en sortir, elles ont bataillé, elles ont réussi à sortir d'un endroit et en fait, elles se retrouvent confrontées à une culpabilité qui leur revient dans les tribunaux et ça... on a encore aujourd'hui beaucoup... Alors, il y a des magistrats extraordinaires, je ne dis pas le contraire, mais il y a encore beaucoup de magistrats qui doivent travailler sur le sujet. Oui. Alors, un point qui me paraissait quand même assez important, c'est les ordonnances de protection qui sont délivrées aujourd'hui en seulement 6 jours contre 47 jours en 2019. Donc, on voit le chemin qui a été parcouru. Ça, je pense que c'est quand même une avancée majeure. Oui, et surtout, ce qu'on ne dit pas souvent pour le point positif de nos ordonnances de protection, c'est qu'elles sont données pas sur des petites durées, mais sur des longues durées. Oui, ça, on peut peut-être, pour les personnes qui nous regardent, qui ne connaissent pas cet aspect juridique, qu'est-ce qu'une ordonnance de protection et comment ça se met en place, justement ? Alors, la mise en place. Il faut déjà qu'il y ait un dépôt de plainte. Il faut qu'il y ait un dépôt de plainte. À la base. On est déjà sur un stade assez avancé quand il y a une ordonnance de protection. Voilà. Il y a une prise de conscience et que la décision d'agir pour cette femme, elle est déjà prise. Oui. Et nous, ce qui est important aussi, c'est de travailler sur ces femmes qui n'en sont pas encore à ce stade, qui ne sont pas encore au stade d'aller déposer plainte, en fait. Parce qu'en général, quand elles vont déposer plainte, c'est qu'elles ont déjà acté qu'elles allaient partir. Ce ne sera pas possible de revenir. Et donc, tout à l'heure, tu disais, Séverine, 3-4 allers-retours.
3-4 allers-retours, c'est énorme parce qu'en fait, il faut bien se dire une chose, c'est que quand elles reviennent, la violence monte à chaque fois. Oui. On passe une étape dans la violence. Oui. Et c'est ça le vrai risque. Aujourd'hui, Oui, parce qu'il n'y a pas de prise de conscience des auteurs de violence, en fait. Quand la compagne, quand la femme revient au domicile, au contraire, les violences peuvent redoubler. et puis en fait, une femme qu'on arrive à sortir de l'emprise pendant 24 heures, 48 heures, c'est pas assez. On n'arrive pas à casser le système de l'emprise totalement. Bien sûr. Chez moi, j'ai un centre qui s'appelle le Centre Flora Tristan, qui est un très bon centre d'hébergement d'urgence, qui a été un des premiers créés pour les femmes victimes de violences. Dans ce centre, on a la chance d'avoir l'accompagnement, entre guillemets, idéal. Et des centres comme celui-ci, on devrait en avoir partout en France. Et c'est d'ailleurs une des décisions qui avait été annoncée par le gouvernement en novembre dernier, qui était de créer des maisons des femmes dans chaque département. Oui. Aujourd'hui, vous avez la maison des femmes de Gadatem en Seine-Saint-Denis. C'est un exemple à réitérer partout sur notre territoire. Vraiment, vous avez une prise en charge des femmes qui est vraiment parfaite, un accompagnement, un suivi. Je ne sais pas si Séverine, tu as déjà eu l'occasion de ça, on en veut partout. Oui. Et pourtant, aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'a pas les moyens d'en déployer partout. Oui. C'était une des idées du gouvernement Barnier dans leurs annonces du 25 novembre. On espère que dans la proposition de budget qui va arriver, ce point sera repris parce qu'il est essentiel aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, c'est essentiel. Moi, je voulais qu'on parle aussi avec Séverine. On parlait il y a deux points que je voulais voir avec Séverine. On parlait des féminicides. Il y avait une campagne de sensibilisation féminicide à laquelle vous avez participé, évidemment, au sein de la ville de Joinville-le-Pont. On a quelques images, d'ailleurs, de cette campagne. Voilà, on vous voit, d'ailleurs, au sol, chère Séverine. Vous avez donné de votre personne pour sensibiliser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans le hall de l'hôtel de ville? Oui, ça alors là, c'est pas une campagne, je dirais que c'est une performance artistique, puisque je suis également artiste. Oui. Et l'idée, c'était de sensibiliser les femmes qui traversaient le hall de la mairie en leur demandant de poser au sol. Donc j'ai marqué la silhouette très rapidement au crayon et après on scotchait collectivement les silhouettes, la trace des silhouettes au sol. Et donc on devait s'arrêter jusqu'au nombre de féminicides qui était au 25 novembre. Donc on devait être à une centaine de silhouettes. Et en fait, j'ai été très surprise lors de cette action, finalement, qui a été très bien reçue, parce que c'est vrai que c'est pas évident hein, quand on sensibilise sur des féminicides. Quand même, j'ai des enfants qui ont participé à cette performance, qui l'ont plutôt bien accueilli, parce que l'idée, c'est pas de violenter le public hein, sur ce qui se passe, c'est plutôt de l'amener à une adhésion à ce fléau. Et là, finalement, l'idée d'une action participative, d'une œuvre collective a été très bien perçue par nos administrés et à ma grande surprise, les enfants participaient également à la réalisation des silhouettes en scotch. Donc on a terminé la fin de journée avec le hall de la mairie de Joinville qui était recouvert voilà, une centaine de silhouettes, de silhouettes au sol. Un impact visuel. C'était très important. Visuel. Alors c'est vrai que sur l'approche esthétique, je dirais qu'elle n'est pas violente. On pourrait même se référer aux silhouettes de Keith Haring. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais finalement, quand on se penche un petit peu plus sur la question, voilà, c'est cette idée, voilà, d'avoir une image qui nous amène à nous questionner. Voilà, moi, j'ai toujours cette question-là en tête, que ce soit en tant qu'élu, en tant que chargé de projet ou en tant qu'artiste. Oui. C'est comment on arrive à mobiliser sans être dans des postures extrêmes, oui. en mobilisant hommes, femmes, enfants sur ces questions. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, c'est une très belle initiative de vous-même et de la mairie de Joinville et de Joinville-le-Pont, et une très belle autre initiative de la mairie de Joinville-le-Pont qui va arriver prochainement. Je veux que vous nous en parliez. C'est le projet Artemisia. Oui, tout à fait. En fait, alors, on a une petite photo aussi, je crois, d'Artemisia. Voilà, on la voit à l'écran. Alors, je veux que vous nous en parliez, chère Séverine. En fait, Artemisia, c'est un projet immobilier inclusif et solidaire
qui regroupe une crèche inclusive, donc qui pourra accueillir des bébés du trouble du spectre autistique, qui regroupe également des hébergements pour les femmes victimes de violences, en forme de résidence sociale, une résidence accueil qui pourra accueillir également des personnes en situation de handicap, un tiers-lieu qui regroupe un Fab Lab et un café associatif, et un hébergement pour des jeunes en école d'art. En fait, l'idée, c'est de créer des circularités à travers les publics qui sont vulnérables et comment on les réinsère et on les associe les uns avec les autres à travers des projets culturels, notamment via le tiers-lieu ou des projets associatifs à travers le café ou d'autres espaces. Et là, on est justement sur un hébergement de temps long, puisque vous parliez de réinsertion. Ça donne le temps aux femmes qui sont hébergées de se reconstruire et de retrouver, finalement, de partir pour un nouveau départ dans la vie. Exactement. En fait, on a 2 projets sur la ville. Un qui est un CHU, un centre d'hébergement d'urgence. Et moi, j'ai toujours cette frustration de me dire, on crée une offre qui s'adresse à des situations entre 15 jours et 2 mois. Donc l'idée, c'était de créer des logements relais, là où on peut accompagner les femmes jusqu'à 2 ou 3 ans pour les amener vraiment vers un parcours dit normal. Oui, et je sais que vous avez défendu ce projet puisque j'étais invitée à la cérémonie des vœux de Joinville-le-Pont par Olivier Daune, votre maire que nous recevions il y a un mois sur le plateau et qui vous a d'ailleurs remercié nommément pendant la cérémonie et qui justement, ça c'est un point important, a mentionné le fait que ça ne coûtait rien à la commune. Et ça, c'est important pour les élus qui nous regardent de mentionner qu'on peut avoir de tels projets et puis avec des financements extérieurs. Oui, c'est vrai qu'au départ, c'était une vision un peu utopique. Quand je suis passée, quand j'ai présenté le projet, on avait du mal à le croire, mais j'ai beaucoup œuvré pour préparer ce projet et le présenter, puisque j'avais conscience que finalement, en termes de financement, c'était compliqué pour la ville de mobiliser autant pour ce type d'équipement. Donc en fait, une collectivité ne peut pas, concrètement, ne peut pas s'engager sur des millions pour proposer ce type d'équipement. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la recherche d'acteurs. J'ai rencontré un ensemble d'acteurs et petit à petit, en cherchant des dispositifs, différents acteurs, des promoteurs qui s'engagent aussi sur ces lieux solidaires, finalement. Alors, le modèle économique reste quand même complexe. C'est 4 ans de travail. C'est vraiment long, parce que ça a commencé, ce projet. Le chantier vient de démarrer, mais il y a 4 ans de travail derrière pour arriver à trouver un modèle économique fiable. Mais effectivement, c'est un projet qui ne coûte rien à la ville, en fait. Bravo, bravo, oui, et donc ça a image, ça a valeur d'exemple aux yeux pour les élus qui nous regardent. On peut faire de très belles choses justement pour la défense des femmes et puis en ayant des recours à des modèles économiques tout à fait viables et qui ne coûtent pas un centime aux contribuables. Ça, en fait, c'est en mélangeant les équipements qu'on peut arriver aussi à un équilibre. Voilà, on sait que sur un équipement. Alors, la résidence sociale, ça a été complexe. Au départ, nous, on voulait ouvrir une pension de famille. D'accord. Une pension de famille, on sait qu'on va percevoir tant d'euros par jour et par personne. Et qu'on rentre dans un modèle économique qui est viable. Mais en fait, ça dépend du périmètre, ça dépend des services de l'État, de l'hébergement, de la DRIL notamment, qui n'a pas la même politique d'une région à une autre. Donc les pensions de famille, nous dans le 94, on ne peut pas flécher femmes victimes de violences. Donc ça a été une réelle difficulté, puisqu'à un moment, on s'est retrouvé un peu à la limite de ne pas pouvoir
poursuivre le projet puisqu'on ne trouvait pas de financement. On est resté on s'est orienté, puisque moi la problématique c'était vraiment de conserver un public femmes victimes de violences. C'était un vrai choix et le maire Olivier Daune m'a toujours soutenu vers cette orientation. Donc on a pu s'orienter vers une résidence sociale qui là récupère très très peu de financement à l'année. Oui. Mais on a pu s'appuyer sur le département, sur un protocole départemental qui est propre au 94 et qui nous permet de financer un accompagnement via les associations qui seront sur place. Donc c'est vraiment en fonction de chaque territoire qu'il faut trouver les leviers à activer pour créer ce type de projet. En tout cas, bravo à vous, merci. Bravo à votre investissement personnel qui a permis la réalisation de ce projet, et bravo aussi à Olivier Daune qui effectivement vous a fait confiance et vous a donné les clés en main pour réaliser ce projet. Donc bravo à vous deux, et bravo à la ville et puis à la région et au département également. Et alors j'aimerais, on va bientôt approcher du terme de l'émission, donc j'aimerais avant toute chose, on a eu une déclaration d'Aurore Bergé il y a c'était début du mois de janvier, Aurore Bergé qui est la ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes et qui voulait déposer une proposition de loi pour mieux caractériser les violences faites aux femmes. Je voulais juste avoir votre avis sur ce point. Est-ce que ça vous paraît, là encore, une avancée notable ? Toutes les avancées sont bonnes à prendre. Oui. On parle aussi beaucoup de la législation. Est-ce que demain, on aurait raison de légiférer sur le consentement ou pas ? Oui. Alors, c'est des sujets qui créent beaucoup de débats auprès des féministes et pas seulement, dans la société en général. Mais je pense que sur ces sujets-là, il ne faut pas oublier qu'en fait, on pourra déposer toutes les lois tant qu'on n'ira pas agir sur l'éducation à proprement parler. On n'aura pas en fait gagné le combat, et que pour gagner ce combat, c'est vraiment la clé, c'est vraiment l'éducation. Et moi, je dis toujours que le consentement, eh bien, ça coûte peu de choses quand même que d'expliquer ce qu'est le consentement à des enfants. Oui. Et que avec des mots appropriés, dès 5-6 ans, ils comprennent très facilement ce qu'est le consentement, ce qui est donner son accord, et leur expliquer que leur corps leur appartient. Oui, totalement, c'est très bien expliqué, et je pense que ça fera partie des priorités du Centre Hubertine Auclert pour l'année à venir. D'ailleurs, quelles sont les priorités du Centre pour cette année ? Alors, sur cette année, en fait, on a différents enjeux. Alors, on a des études qu'on est en train de mener, mais notamment, on a une étude qu'on va mener là sur toute l'année 2025 autour de l'engagement citoyen. Féministe. Aujourd'hui, vous avez énormément d'associations, et d'ailleurs, je tiens à les féliciter parce que c'est des associations qui sont importantes, qui voient le jour pour nous. On parle de The Sorority, l'application The Sorority, on parle de Un abri qui sauve des vies. Oui, tout à l'heure d'ailleurs, on parlait à Vita, mais on n'avait pas à l'esprit Un abri qui sauve des vies. C'est des associations citoyennes, c'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un abri qui sauve des vies, si vous avez de la place chez vous, eh bien, vous, en tant que citoyen lambda, vous pouvez aller vous inscrire, suivre une formation pour accueillir des personnes victimes de violences chez vous. D'accord. Et ça, c'est des... Et l'inscription se fait où ? Sur le site Un abri qui sauve des vies. D'accord. Exactement. Directement. Alors, bien sûr, il y a des bénévoles qui vous contactent, qui vérifient qu'en effet, vous avez le bon profil. On évite de mettre... De choisir des endroits délicats pour des victimes. Mais donc, il y a tout un travail qui est fait. Et en fait, moi, je suis admirative en fait, de tous ces mouvements citoyens qui sont en train de prendre forme. Ils ont été un peu poussés par les JO, parce que c'est vrai que les JO, ça a été un accélérateur aussi pour tout le monde, pour mettre en avant ces places. Comme il y avait beaucoup moins de places dans les centres d'hébergement d'urgence, il fallait créer des nouveaux dispositifs. Mais aujourd'hui, on a la chance en fait, d'avoir des citoyens qui s'engagent aux côtés des institutions, et je pense que c'est une aubaine. Alors à nous de les accompagner, et donc pourquoi pas réfléchir à l'accompagnement qu'on peut leur proposer.
Oui, donc c'est une nouvelle belle mission pour le centre pour cette année, effectivement. Et puis Séverine, alors on a parlé des réalisations à venir pour la ville de Joinville-le-Pont. Alors je sais que le 8 mars, c'est évidemment, on le sait tous, la journée internationale du droit des femmes. Je sais qu'il y a un beau programme à Joinville, il est déjà établi, vous avez mis... Oui, bien sûr, il est déjà établi. Alors, nous, on a un programme qui s'articule autour de l'art, hein, bien sûr. On est très, très inspirés. Effectivement. Donc, on va avoir une exposition qui va revisiter les contes et les figures féminines à travers les contes. On va avoir un atelier autour des sciences qui vont également revisiter les contes à travers les sciences pour sensibiliser les jeunes filles. On a bien sûr une programmation au cinéma, des conférences, voilà, un ensemble d'actions toujours autour du 8 mars et des figures féminines. Très bien, donc là encore, alors, tout le monde ira à Joinville-le-Pont pour poursuivre vos actions. Et puis, je vais juste qu'on remette à l'image peut-être le 39-19. Ça, c'est important, avant de... qu'on se quitte, voilà, pour toutes les personnes qui sont victimes de violences ou qui sont témoins de violences faites à des femmes. Voilà, vous avez ce numéro, il faut vraiment l'appeler. On vous orientera, on vous guidera, on vous aidera. Et c'est vraiment un numéro à garder en tête. Voilà, on l'affiche. Et voilà, pour toutes les femmes, ça, c'est vraiment un numéro très, très important. Et on l'a vu, il est accessible. Maintenant, depuis quelques années, il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on peut les joindre à tout moment. En tout cas, moi, je tenais l'une et l'autre à vous remercier vraiment. C'est pour votre venue. C'est vraiment passionnant de vous écouter, de voir votre implication sur le terrain. On se dit que grâce à vous, l'égalité femmes-hommes peut progresser chaque jour, à chaque petit pas que l'on fait. Et je pense que c'est ça peut-être la belle conclusion, c'est de se dire que chaque action, quelle que soit son importance, voilà, va être une pierre à l'édifice et qu'il faut continuer sur cette lancée. En tout cas, merci à vous Charlotte, merci à vous Séverine de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et donc, merci à vous tous qui nous avez suivis pour cette thématique très importante. Je vais remercier bien évidemment à la réalisation celui qui nous accompagne comme à chaque fois, c'est Eric Muresan. Merci mon cher Eric, l'émission, voilà, ta réactivité était absolument parfaite. Je remercie, nous avions, et ça vous ne le voyez pas parce que ça se passe hors caméra, c'est notre photographe de plateau qui est Philippe Langonnet et qui nous a fait de magnifiques photos une fois de plus que vous pourrez voir sur les réseaux. Donc merci Philippe pour tes magnifiques photos. Je remercie bien évidemment à la direction d'Armada, Rabat Baloul qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau et puis à la communication. Je remercie bien sûr Éric Durand. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Place des Enjeux et je vous dis à très vite.